Le sport est-il le dernier terrain où l'égalité des chances est une réalité ? Souvent, on considère que le sport est le lieu le plus égalitaire de la société, car le seul maître du jeu, c'est le résultat qui va dépendre seulement de nos facultés sportives. Nous serions censés partir tous de la même base, de nos talents, de nos dons, de nos qualités et de nos défauts. Par conséquent, pour atteindre le niveau professionnel, à niveau égal, 2 personnes devraient arriver au même résultat. Mais est-ce que ces lois se vérifient partout et tout le temps ? De nombreux obstacles parsèment le chemin de tous les jeunes ayant un rêve, devenir professionnels de leur sport. La question financière est souvent la première inégalité qui va déterminer une partie des chances pour devenir professionnel. Il suffit de regarder le sport automobile ou la Formule 1, qualifié de sport de riche par le multiple champion du monde Lewis Hamilton. Ainsi, accéder à la discipline reine sans héritage ou sans sponsor relève du parcours du combattant, voire du miracle. Au-delà du simple accès au sport limité par l'argent, il existe une énorme hétérogénéité de situations en fonction des sports, plus ou moins médiatisés et donc plus ou moins financés. Ainsi, comment expliquer que des médaillés français au JO en athlétisme ne puissent pas vivre décemment de leur sport, devant souvent jongler avec un boulot alimentaire, alors que dans le même temps, des jeunes prodiges du foot se voient promettre des contrats mirobolants pouvant faire tanguer la cellule familiale. L'enfant n'est plus un sportif prometteur avec des rêves, mais une véritable poule aux œufs d'or faisant peser sur lui une pression sans mesure. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Emilien. Emilien, tu es actuellement journaliste à France 3 et tu es passé par les plus grands médias sportifs français, de France TV Sport à l'équipe en passant par Eurosport. Pour débuter notre conversation, une question introductive. Selon toi, qu'est-ce qui pèse le plus dans la réussite d'un sportif, son talent ou sa chance ? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Grande question qu'on pose souvent aux sportifs de haut niveau. C'est vrai que les deux interviennent dans une carrière. Du talent, il en faut évidemment pour tous les sports, quelle que soit la discipline qu'on pratique, et c'est souvent ce qui détermine le parcours des grands champions. Et de la chance, il en faut aussi évidemment. Quel grand sportif n'a pas eu à un moment dans sa carrière un moment de chance, de la réussite, une rencontre ou ce genre de choses qui peuvent faire basculer. Mais au-delà de ça, il y a une chose, moi, que je rajouterais à ces deux éléments qu'on évoque. Il y a voilà donc la chance, une partie de chance, bien sûr, le talent, mais il y a aussi le travail. Beaucoup de sportifs vont souvent mettre ça en avant, c'est-à-dire que le talent, on l'a à la base, mais ensuite il doit être cultivé, il doit être travailler pour justement atteindre des sommets et devenir professionnel. On ne devient pas professionnel juste avec son talent. Donc c'est vrai que voilà, il y a ces deux aspects, mais je rajouterais peut-être encore davantage le travail, la persévérance pour répondre à la question, même s'il n'y a pas de réponse toute faite forcément à une réponse comme celle-là. Il y a surtout les concessions aussi qui sont demandées. Ah bien sûr, je pense qu'on en parlera puisqu'on va aussi parler des finances, de l'aspect économique de tout ça. Évidemment, les sacrifices, ça fait partie de tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité des sportifs qui se lancent dans des carrières professionnelles savent qu'ils vont devoir faire des sacrifices, que ce soit jeune au niveau des études, que ce soit des sacrifices par rapport à la famille, par rapport à la distance qu'on va pouvoir avoir avec ses proches. Voilà, beaucoup de sports qui demandent à partir très jeune, de quitter la maison très jeune. Et puis voilà, donc évidemment, il faut faire des concessions, mais en général, voilà, les jeunes qui se dirigent vers leur passion, parce que souvent c'est quand même une passion à la base, ils savent où ils vont et ils savent aussi les concessions, les sacrifices qu'ils vont devoir faire pour arriver au niveau. Moi, justement, ma question, c'est que effectivement, tu parles de passion, mais il y a certains sports qui sont inaccessibles, même avec la plus grande passion. Enfin, Tanguy, tu en parlais dans ton intro, la Formule 1, par exemple, et les sports automobiles, c'est quand même, je pense, je prends l'exemple extrême, mais à mon avis, c'est le sport emblématique qui est vraiment pas accessible à tous. Et à toutes, pardon. Surtout à toutes, d'ailleurs, parce que il y a très très peu de femmes, il y en a actuellement pas du tout en Formule 1, d'ailleurs, et je sais même pas si on a déjà eu, je crois pas. Et du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'interroge, c'est qu'il y a certes la question de la passion et du travail. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on utilise souvent l'expression tailler un diamant brut, et je pense que ça a raison. Mais il y a aussi la question, effectivement, des finances à la base, certes, et du sacrifice qu'il peut y avoir pour justement accéder au niveau et je pense que j'ai pris l'exemple de la Formule 1 parce que je crois que sur les 30 coureurs aujourd'hui les meilleurs du monde, beaucoup sont fils d'un propriétaire d'une écurie ou alors eux-mêmes enfants d'un ancien coureur.
Je pense à Schumacher qui a fait son grand retour. Mais d'autres, par exemple, Lewis Hamilton, d'ailleurs, dément complètement ce que je viens de dire parce que il est issu d'une famille très très pauvre et ses parents ont tout sacrifié au point de vivre dans une caravane avec leurs autres enfants pour pouvoir le faire monter au sommet et lui payer sa passion en fait. Et en plus de ce que tu dis, Aliénor, moi, il y a l'aspect. Moi, j'ai toujours eu une image du sport quand on gratte pas, j'ai toujours eu l'image du sport qui est vecteur de mixité sociale et qui, du coup, est plutôt quelque chose qui permet de mélanger les gens, mélanger les classes sociales, mélanger les revenus, etc. Et c'est vrai que en grattant un petit peu, on se rend compte, comme avec la Formule 1, qui est peut-être un exemple extrême, mais qui est un bon exemple, que au final, c'est pas tellement la réalité. En tout cas, pas pour tous les sports, et c'est bien dommage parce que c'est peut-être l'un des rares domaines où on pourrait légitimement penser ou espérer que notre famille de naissance, notre lieu de naissance ne va pas forcément avoir un impact sur les perspectives de professionnelles qu'on pourrait avoir, quoi. Alors que dans tous les autres milieux professionnels, bon ben voilà, c'est plus à prouver, les inégalités de naissance, éducatives, matérielles, etc. Peuvent largement assombrir des perspectives professionnelles. Mais je trouve qu'à la différence de ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire de la société en général, dans le sport, et Emilien, peut-être tu pourras nous en dire plus à ce sujet, c'est que même si l'ascenseur est en panne pour la société en général, je veux dire, l'ascenseur social, dans le sport, j'ai l'impression qu'il y a pas du tout d'ascenseur. Enfin, il y a rien qui puisse permettre à des enfants populaires, issus du milieu populaire, de grimper en fait. Disons qu'il n'y a pas de béquille de société. Alors, déjà, je voudrais bien rebondir sur ce que vous disiez à propos de la Formule 1, parce que et ensuite répondre à ta question dans un deuxième temps, parce que c'est lié l'un à l'autre. Mais voilà, on parle de la Formule 1, on donne la Formule 1 comme exemple parce que c'est sans doute le sport automobile le plus médiatisé, le plus suivi. Mais en fait, ça c'est quelque chose qui est vraiment qu'on peut généraliser au sport automobile, parce que avant d'arriver en Formule 1, il faut passer par tout un tas d'étapes qui sont dès le départ compliquées en fait. Pourquoi c'est très dur d'arriver en Formule 1, qui est le Graal, on va dire, du sport automobile? C'est qu'avant de passer par toutes ces étapes-là, il faut passer par la Formule 2, par la Formule 3. Avant, il faut commencer très jeune en général par faire du karting. Les grands champions, ils ont tous commencé par là, que ce soit les Pierre Gasly, les Charles Leclerc. En général, ils sont tous retrouvés à la base dans ce milieu-là, qui est déjà un milieu où il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire une saison. En général, quand on démarre... il faut en moyenne des budgets de même 20 000 euros, 30 000 euros pour faire ne serait-ce qu'une saison de karting par an. Ouais. Donc ça représente on parlait de sacrifices tout à l'heure, pour les parents qui suivent en général, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est clair. C'est clair que c'est une passion qui est très qui coûteuse, demande d'avoir des financements, qui est très coûteuse, et le sport automobile est vraiment le meilleur exemple. On parle de la Formule 1, on peut le dire aussi pour la moto, voilà, tous ces sports-là qui vraiment, le sport auto, je pense, c'est vraiment le meilleur exemple, et c'est bien d'en parler. Mais ça démarre en fait en bas de l'échelle, en fait. Que dès le plus jeune âge, il faut avoir de l'argent pour pouvoir se lancer. Et là, peut-être, c'est une des seules disciplines où on peut dire que peut-être que le talent fait moins la différence, parce que malheureusement, il y a des jeunes pilotes qui vont être bourrés de talent et qui vont pas pouvoir s'exprimer et qui pourront jamais piloter une voiture de leur vie, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'argent et que les parents ne pouvaient pas suivre pour se dessiner une carrière. Donc ça, c'est assez triste. Et puis ce schéma, on le retrouve aujourd'hui en Formule 1, même au sein du sport, parce que on va dire que les pilotes aujourd'hui, ils ont à peu près tous le même bagage technique, ils sont tous à peu près au même niveau, mais après, ce qui fait la différence, c'est l'argent qu'on va mettre dans les écuries pour avoir la meilleure voiture. Et du coup, ce schéma, en fait, il suit les pilotes du départ de leur carrière, j'allais dire, jusqu'à la fin de carrière, en fait. Et je me permets un petit commentaire, tu pourras peut-être me dire, justement, tu disais qu'effectivement, peut-être que le talent et le travail avait un peu moins de place que dans le sport. Et je pense à Mazepin, peut-être que tu pourras me dire, de ce que j'en ai entendu, je suis absolument pas experte, mais je fréquente beaucoup d'amatrices et d'amateurs de Formule 1. On dit qu'en fait, c'était quand même un peu un fils de Bourges, pardonne-moi l'expression, qui était un peu placé là. C'est le pay to win de la F1. Voilà, et qu'en fait, il était pas terrible, quoi.
Et c'est pas le seul, c'est pas le seul. Alors Non, c'est pas le seul. On donne souvent cet exemple, mais si vous prenez Stroll, qui est de l'écurie Aston Martin, c'est le grand patron de l'écurie anciennement Racing Point, pardon, bah c'est son père. Ouais. Donc il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui sont effectivement les fils d'eux et qui arrivent à accéder comme ça. Donc c'est un peu ingrat, mais bon, c'est le jeu, quoi. Vous parlez chinois pour moi, je connais absolument rien sur ces trucs-là. J'entends des noms qui fusent, je capte rien, quoi. Bah moi tu vois, tu parles de sacrifice, un sacrifice de regarder ça tous les dimanches. Non, je viens de croire. Netflix. Mais par contre, coup, mais par contre, en lien avec ce que tu disais Aliénor et ce que tu disais Emilien, je crois avoir vu passer une fois un gars qui faisait du crowdfunding pour justement essayer de financer sa passion et son talent pour l'automobile. Alors, je suis absolument pas ce milieu-là, même si j'ai une grand-mère, d'accord. D'ailleurs, si elle écoute le podcast, ou si je lui fais écouter, je lui fais un petit bisou parce qu'elle est fan de F1. Mais j'ai vu ça passer, je trouvais ça extraordinaire et c'est vrai que ça me surprend parce que j'ai pas l'habitude de voir du crowdfunding pour ce genre de choses. C'est une des solutions qui sont utilisées par les jeunes, par les familles de jeunes qui veulent financer des saisons ou ne serait-ce qu'une course, hein. Une course, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Moi, il y a pas longtemps, j'ai fait le portrait d'un jeune de ma région qui est brillant, il fait du karting. Son rêve, c'est de faire de la Formule 1, évidemment. Et je discutais avec son père qui me disait que c'est très très compliqué de le suivre, que pareil, ils sont obligés de faire des cagnottes, d'aller chercher des sponsors dans les villages à droite à gauche pour suivre le gamin qui a envie de vivre son rêve, quoi. Donc c'est compliqué. Et puis arrive un moment où on a dépensé des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers d'euros, et puis que derrière, faut qu'il y ait les résultats sportifs aussi. C'est ça le problème, c'est que on met tellement d'argent sur le tapis que derrière, il faut que ça suive. Et ça aussi, c'est vrai que voilà, ça fait partie des solutions pour essayer de financer des saisons, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui font ça. Oui, du coup, c'est vrai que je t'ai coupé avec mon commentaire sportif, mais donc quand tu souhaitais répondre à ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des aides en fait pour réussir pour monsieur et madame tout le monde en fait? Ça dépend des sports. Là, on parlait des sports automobiles, et ça dépend des pays aussi. Alors peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, c'est vrai que là, pour parler du sport automobile, par exemple, il existe des aides. Un jeune pilote prometteur, il va pouvoir intégrer une académie, par exemple, de la Fédération française d'automobile. Ça existe, comme par exemple en tennis, on peut intégrer des académies spécialisées avec où là, on va avoir des équipements, on va vous fournir le top du top de la voiture, de la raquette, tout ce genre de choses. Mais ça aussi, ça a un coût en fait en France. Ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des aides, et ce qu'on propose aussi, en général, c'est un encadrement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des super entraîneurs qui vont pouvoir te faire développer ton sport au meilleur de tes capacités. Mais là encore, il y a un coût, et c'est des formations, des académies qui doivent être financées. Donc, c'est vrai que rien n'est gratuit. Alors après, c'est vraiment différent, je pense, pour d'autres sports. Mais alors, par contre, pour le coup, moi je sais. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais avant les élections municipales à Strasbourg, il y avait. Alors, on n'est pas sur de la Formule 1 ou peut-être pas forcément sur du sport de haut niveau, mais la ville finançait toute une partie des licences par an en fonction des revenus des familles, etc. Il y a des dispositifs qui existent. Après, est-ce que ça suffit pour accompagner les enfants, les jeunes qui sont dans un processus de professionnalisation dans le milieu, je sais pas, mais en tout cas, je sais que ça peut exister au niveau des villes, en tout cas. Ah bah oui, il y a des initiatives comme ça de collectivités, effectivement. Après là, c'est vrai qu'on était un peu sur des sports, les sports entre guillemets qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que disait Hamilton, les sports de riches. Moi, je pense que ça c'est vraiment différent si on vient. Et souvent, c'est des sports individuels, les sports qui demandent beaucoup d'argent. Je parlais du tennis, on peut dire les sports automobiles, il y a aussi la voile. Après, si on part sur des sports plus collectifs, par exemple le foot, clairement, pour moi, l'accessibilité, elle est quand même bien différente. Il n'y a pas besoin d'être né avec de l'argent pour pouvoir financer sa saison. Et il n'y a qu'à voir l'équipe de France aujourd'hui, la diversité des joueurs qui viennent d'un peu partout, ça peut être des quartiers, ça peut être ailleurs, montre qu'aujourd'hui, pour ces sports vraiment différents du coup pour le coup des sports auto, l'accessibilité au haut niveau elle est complètement différente. Et là, peut-être pour moi, en tout cas, le talent
va primer clairement. Là, c'est vraiment le talent qui va primer sur le reste. Bah, c'est vrai que ce sport là et c'est l'exemple, enfin c'est le contre-exemple parfait du sport automobile, c'est-à-dire que la cotisation coûte pas très cher. Enfin, j'en ai jamais fait, mais peut-être que puis ça brasse. Je sais qu'Emilien est un grand fan de foot, mais effectivement, je pense que tout le monde peut y accéder et c'est peut-être le sport où l'égalité des chances se vérifie le plus. Après, et là, moi, c'est une vraie question. Est-ce que pour après mener une carrière, devenir un sportif de haut niveau dans le foot, un footballeur professionnel, est-ce que là la question des finances de la famille rentre en compte ou pas? Non, moi je pense pas. Enfin, si je peux répondre. Bien sûr. Après, c'est des choix en fait dans le foot. Au départ, je pense que tout le monde va avoir la même chance. Un jeune, il va se faire repérer par un club, il va intégrer un centre de formation, on va venir le chercher, on va même aller voir ses parents pour l'inciter à venir dans tel ou tel centre de formation. Aujourd'hui, il y a des grands clubs européens qui sont prêts à acheter des joueurs de 15-16 ans, des millions d'euros, c'est dire comment ce sport a évolué. Putain, après, mais moi j'ai raté ma vie en fait. Bah ouais, non mais franchement. Mais après, pour répondre à ta question, Aliénor, je pense pas que les finances de base et de ce que va pouvoir mettre la famille va entrer en compte. En fait, ce qui va être déterminant pour moi, c'est plutôt les choix que va faire le joueur, que va faire son entourage. Il faut très vite, en général, quand on arrive dans ce genre de milieu, prendre un agent, avoir quelqu'un qui gère les contrats, qui sait vous dire quoi faire, à quel moment le faire. Et voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y a pas de chemin tout fait, mais c'est plus les choix pour le coup que vraiment la situation en fait, c'est hyper précoce alors. Ça peut être hyper précoce, tu peux quand même être rapidement pris à part, isolé. Aujourd'hui, il y a des clubs de foot qui achètent des gamins de 12 ans 5 millions d'euros, hein, ça existe. Hein. Et c'est là où tes chances vont dépendre de ton milieu familial en fait. Est-ce que tu es bien conseillé ou pas? Parce que on peut voir des parents qui peuvent entre guillemets péter un câble quoi. Quand tu vois ton gamin qui a 14 ans et on te dit entre guillemets il vaut 5 millions, bah ouais vas-y. Sauf que si Liverpool et toi t'habites en plein milieu de la Creuse, donc ton gamin à 14 ans il part à l'étranger et puis bah là il faut qu'il tienne le coup en fait. Il faut avoir un sacré mental. Ouais, mais tu peux avoir l'inverse aussi. Tu peux après avoir aussi la famille qui, en découvrant ça, enfin en écoutant cette annonce-là de votre gamin vaut 5 millions, peut après construire toute sa vie de famille autour de ce gosse-là. Ouais, ce qui peut aussi être tout aussi toxique d'ailleurs. Ou alors, le troisième cas, c'est que les parents ils peuvent aussi complètement flipper parce qu'ils y connaissent rien au sport en général et se dire qu'en fait un diplôme vaut mieux que une saison bien placée, tu vois. Ça, honnêtement, je pense que c'est plutôt rare quand il y a un grand centre de formation qui vient chercher un gamin. Qui va voir les parents, je sais pas, prenez Bonjour, Mbappé, 5 j'en sais millions rien. C'est très rare que la famille se refuse à laisser la chance au gamin. Le risque à ce niveau-là, c'est que quand on va acheter un joueur très jeune, on va le faire venir dans un centre de formation. Le risque, c'est que derrière, ça suive pas et qu'à 16 ans, on lui dise ciao, bye bye. Et là, le gamin, il se retrouve dans une situation bien différente. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Je parlais de choix tout à l'heure. Pour moi, elle est là la vraie question quand on parle du foot en fait, parce que du coup la précocité elle est peut-être encore plus importante aujourd'hui, mais le risque derrière aussi d'échouer, lui aussi est grandissant. Et c'est en fait toutes ces choses-là pour moi auxquelles il faut vraiment faire attention et qui va aussi dicter les choix de chacun dans une carrière quoi. Mais est-ce qu'on a des choses qui sont faites, notamment par la fédération, que ce soit en France ou ailleurs, pour justement protéger la sortie de ces enfants qui échouent entre guillemets, qui n'arrivent pas à entrer dans le monde professionnel, ou ils sortent du centre de formation et puis ciao bye bye, t'es laissé un peu seul. C'est une question rhétorique. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Faut savoir que quand même dans les centres de formation de foot, hein, je parle, tous les jeunes continuent leurs études. Moi, j'habite dans un coin où il y a un centre de formation qui est plutôt réputé en France, le centre de formation du FC Sochaux Montbéliard, qui a formé beaucoup de grands joueurs. Il n'y a pas un joueur qui va signer professionnel sans avoir le bac. Ils poursuivent tous leurs études et l'idée, c'est au moins de les faire arriver au niveau bac.
qu'ils aient quand même un bagage derrière pour, s'ils signent pas professionnel, pouvoir repartir sur des études ailleurs. Alors forcément, après, il y a la frustration sportive de te dire, eh ben, j'ai raté ma carrière, c'est fini pour moi. Mais en général, il y a quand même un suivi. Heureusement, il y a un suivi et c'est un emploi du temps qui est partagé entre le sport et les études. Ça, heureusement. Ouais, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que vraiment le tout est mis sur le sport et puis l'école est un peu reléguée. Et d'un côté, je me mets dans la peau de, je sais pas, d'un gamin de 13-14 ans qui adore le foot. Tu peux avoir des grands espoirs en tête et même juste quand tu fais pas de foot, t'as pas envie de faire tes devoirs, quoi. Donc en plus de ça, quand t'as un entraînement qui t'attend et que t'es claqué parce que tu t'entraînes 4 heures par jour, c'est vrai que ça peut être d'un côté compréhensible, mais c'est un gros risque, quoi. Bah, c'est un investissement. En fait, c'est un investissement. Ouais, c'est un investissement hyper risqué parce que au final, tu joues un petit peu ton avenir professionnel. Enfin, après, tu perds pas de temps vu que visiblement tu peux passer ton bac. Enfin, tu passes ton bac en même temps, mais c'est clair que ça peut t'isoler du comment dire du truc normal entre guillemets ou en tout cas classique. Et puis derrière, si t'es mis dehors, c'est ce que disait Tanguy, voilà, terminé, l'aventure est finie. Maintenant, vas-y pour penser ton avenir professionnel autrement, alors que ça fait 3-4 ans que t'es à fond foot ou autre sport, quoi. Et là encore, on parle d'un sport où c'est vraiment cadré et où on parlait d'argent tout à l'heure. Il n'y a pas forcément besoin d'argent à la base, parce que il y a bien d'autres sports où il n'y a pas tout ça, où il n'y a pas tous ces encadrements, toutes ces formations possibles et où c'est encore beaucoup plus compliqué du coup d'échouer en fait. Ouais. Et puis effectivement, je pense par exemple, ça me fait penser à une autre question, c'est pour des sports où en fait t'es moins médiatisé et tu n'es pas multimilliardaire. Par exemple, je sais pas, l'athlétisme. Genre le curling. Prenons le curling. Ou le curling à niveau professionnel. Ou l'athlétisme. En curling. Mais en fait, tu vois, déjà que, enfin, Tanguy le disait dans son intro, mais il y a déjà des athlètes olympiques qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Je me dis quand t'as terminé ta carrière, que du coup t'as pas fait d'études supérieures vu que t'as passé ton bac certes, mais après tu t'es donné corps et âme dans ton sport. En fait, comment tu fais aussi? Comment est-ce que de là tu te retrouves un parachute quoi pour mener le reste de ta vie? Et alors ce que tu viens de dire, Léon, me fait penser à un truc, c'est que tu vois, on dit que le foot, par exemple, c'est très mixité, ça brasse de toutes les origines, de tous les milieux, etc. Mais c'est vrai que dans les métiers qu'on pourrait se dire qui seraient peut-être accessibles à des anciens athlètes, hommes ou femmes, tu sais, par exemple, travailler dans les fédérations, etc. Les cadres du sport, cadres au sens métier, cadres du sport, là, pour le coup, t'as tout de suite beaucoup moins de diversité, quoi. Moi, je sais pas ça. Dans les trucs de FIFA, bon après je suis pas beaucoup, mais dans les trucs que je vois de la fédération, dans les trucs presse, dans les événements, etc. J'ai souvent quand même l'impression que c'est, après je me trompe peut-être, hein, mais que c'est homme blanc, 50 ans et compagnie quoi. T'as pas forcément des passerelles ou enfin en tout cas moi c'est pas la sensation que j'ai. Peut-être que je me trompe, Emilien me le dira, mais c'est pas la sensation que j'ai. Je peux pas trop me positionner là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que pour les sports qui sont vraiment médiatisés, le rebond en général qui est utilisé, il y a le rebond de partir dans l'encadrement d'une équipe ou devenir entraîneur ou je ne sais quoi. Et puis après, il y a tout ce qui est consultant journalistique. Qui va, voilà, aujourd'hui dans le foot, par exemple, on parlait du foot. Il y en a un paquet derrière qui vont aller bosser pour des chaînes de télé à droite et à gauche et être consultants. En général, c'est plutôt là-dessus qu'on va se réorienter. Après, la question, elle était vraiment différente quand Eleanor, elle parlait des sports, du coup, pas du tout médiatisés, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il y en a un paquet. On a les Jeux Olympiques qui arrivent dans 2 mois. Typiquement, c'est l'événement qui arrive tous les 4 ans où tu vas découvrir 40-50 athlètes inconnus qui à côté t'apprends qui travaillent au supermarché de je ne sais où, qu'il y en a un qui est kiné. Ça c'est vraiment l'événement où tu vas découvrir des sports et du coup des personnalités sportives que t'aurais jamais vues ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. Et en fait c'est des gens comme toi et moi et des gens qui ont une vie à côté quoi. Ça c'est vraiment en fait qui font pas forcément du sport une vie professionnelle, qui ont un niveau professionnel mais qui sont obligés d'avoir un job à côté. Par exemple, si tu veux, en boxe, je prends l'exemple de la boxe, mais il y en a plein d'autres, les boxeurs qui vont aux Jeux Olympiques, ils sont encore au niveau amateur. Ils sont pas boxeurs professionnels sur le papier. Donc après, ils arrivent à vivre de leur sport, mais ils sont aidés par la fédération. Ils ont des sponsors, mais c'est compliqué. Il y a certains sportifs en athlétisme, tout à l'heure on parlait de l'athlétisme, il y en a
plein, je parle dans les meilleurs Français, il y en a qui bossent à Decathlon, il y en a pour payer leur saison qui doivent aller faire un petit boulot à droite, à gauche, et ces sports-là, c'est là où vraiment la balance elle est déséquilibrée, où il y a deux mondes, je parlais de deux mondes avant, c'est vraiment ça. Il y a le foot peut-être d'un côté, les sports de riches, et après ces sports de l'ombre où c'est encore très très difficile d'en vivre bien et d'en vivre longtemps, et de pouvoir aussi derrière se projeter sur une autre carrière. Ouais, c'est ça. Et il y a des pays où ça se passe différemment qu'en France vis-à-vis de ces... Bon, alors après, les sports de l'ombre en France sont pas forcément les sports de l'ombre dans d'autres pays. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays où tu as des systèmes qui permettent à ces gens-là de pouvoir vivre toute l'année de leur activité sportive et de se consacrer à ça pour se performer, pour s'améliorer, etc. quoi. Parce qu'en fait, il faudrait presque inventer un statut, genre comme comme pour les artistes. Des fonctionnaires. Non, comme les artistes, les intermittents du spectacle. En fait, c'est presque ça qu'il faudrait. Ouais, quoi. pour le coup, oui. Alors, je sais pas du tout comment ça se passe dans tous les pays. Ça, je pense que c'est quand même une problématique qui est assez mondiale, entre guillemets, le statut des sportifs de très haut niveau. Mais il y a une grosse différence pour l'accession. On parlait tout à l'heure des jeunes aux États-Unis. Pour devenir un grand basketteur, un grand joueur de football américain, et ben là, ça va être complètement différent. Il y a un système de bourse via les grandes universités, avec ce qu'on appelle ensuite des drafts où les grandes équipes elles vont chercher d'abord les athlètes dans les universités et pas dans les clubs n'importe où. Ça, c'est vraiment un truc à part, quoi. Le monde américain. On s'est tous interrogé si Zac Efron allait dans High School Musical allait faire son truc de basket ou machin ou de fac. Ça me fait penser à ça en fait. C'est un gros cliché, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et là, je me tape la grosse honte parce que oui, j'ai regardé High School Musical. Ouais, c'est exactement ce que je me disais là. Je fais merde. Mais moi, je trouve que c'est un bon système, ça, parce que on sait que c'est très cher d'aller dans les plus prestigieuses, universités américaines, comme ça peut être très cher en France de se payer telle ou telle école si on veut faire un métier en particulier. Mais il y a cette possibilité pour les athlètes, ceux qui vont sortir du lycée, qui vont être les meilleurs, d'aller chercher une bourse. Du coup, là, c'est attribué forcément au mérite. Et ensuite, en général, quand tu obtiens une bourse dans une grande université, je sais pas moi, aux États-Unis, voilà, c'est surtout le baseball, le basket, le hockey, le football américain. Si tu chopes une bourse dans une super grande université, derrière, t'es quasiment sûr de pouvoir finir professionnel, quoi. Et t'as pas de problème financier pendant tes études parce que t'as ton université qui te suit, en fait. Ouais, et puis en plus, je crois qu'aux États-Unis, la question du sport universitaire, elle est très très médiatisée. Il y a des énormes shows télévisés, presque plus parfois que pour les compétitions professionnelles. Hein. Le championnat universitaire de basket, il est autant suivi, et ce n'est plus suivi que la NBA. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, tu vois. Les stades, ils sont remplis. Hein. Enfin, les salles sont remplies. Et c'est pareil en football américain. Hein. Et du coup, ma question, le sport universitaire, c'est t'as 3 jours pour t'inscrire en septembre, chercher ton autocollant à la fac, c'est basta quoi. Mais moi, du coup, j'ai une question, c'est est-ce que les athlètes, enfin les joueurs d'université, quels qu'ils soient, sont considérés comme des amateurs ou comme des professionnels déjà? Mais est-ce qu'ils sont payés ou pas? Aux States, vous voulez dire? Oui. Ouais. Ah ok. Ouais. Alors moi, j'ai pas la réponse exacte à cette question. Je pense pas pour moi, ils sont pas encore professionnels. Ouais. Ils ont effectivement peut-être, enfin, c'est pas vraiment un salaire pour le coup, c'est qu'ils ont leur bourse. Je sais pas, moi, ça va être $200,000 sur 3 ans, j'en sais rien. Ils vont avoir des primes de match comme dans plein d'autres sports. Mais pour moi, ils deviennent professionnels qu'à partir du moment où, par exemple, en basket, ils sont choisis du coup lors de la draft pour aller jouer dans telle ou telle équipe. Pour moi, ils n'ont pas un statut de professionnel encore. Vu que en plus, t'es encore étudiant sur le papier. Après, ça demanderait peut-être à être vérifié, mais. Je posais cette question parce qu'en fait, il y a peut-être aussi quelque chose. En tout cas, pour de ce que je connais, la France, c'est que on voit très peu de matchs amateurs. Enfin, je sais même pas s'il y en a à la télé.
Mais et du coup, il y a peut-être aussi quelque chose de la vision des jeunes dans le sport qui est beaucoup plus mise en valeur aux États-Unis. Et du coup, pour répondre à ta question, Tanguy, enfin de ce que j'ai lu, hein, tu complèteras peut-être Émilien, mais justement, ils ont leur bourse. Mais moi, j'ai lu que en fait, ils n'avaient pas de quoi vivre quasiment, et qu'en fait, il y avait même eu une rébellion l'année dernière pour les basketteurs, je crois, parce qu'en fait, avec justement le championnat dont tu parles des universités, il y a énormément d'argent qui est brassé, des milliers, et les entraîneurs touchent des milliers, enfin toute la chaîne en fait touche énormément de dollars, sauf les joueurs en fait. Et du coup ils sont là, ils commencent à se dire bah il y a un problème en fait, enfin on fait le show et nous on n'a rien du tout quoi. Ouais, c'est ça. Donc, On est des amateurs, mais notre coach est payé X milliers d'euros, voire millions d'euros en université, quoi. ouais, Et c'est ils se ça. demandent Et pourquoi puis, on touche pas un peu de sous. c'est ça, Là, c'est peut-être plus la question du rapport de force, en fait, parce que c'est-à-dire qu'ils vont générer beaucoup d'argent, et sur l'argent qu'ils génèrent, ils vont pas en percevoir beaucoup. Mais pour moi, de là à galérer vraiment à financer tes études quand tu touches une bourse, qui sont quand même importantes, hein, c'est des bourses, après ça dépend des sports, mais voilà, je pense que ce qui est plutôt dénoncé dans ce cas-là, c'est pour le coup le rapport entre l'argent généré et ce que tu vas percevoir en tant qu'athlète universitaire, en fait. Et là, pour le coup, effectivement, il y a peut-être une injustice. Mais bon. Aliénor, en fait, c'est une communiste du monde du sport. C'est ça. Non, mais c'est une problématique, hein. C'est vrai, non, hein. mais c'est une vraie problématique. Bah, c'est une problématique. Surtout que pour le coup, dans l'article que je lisais, vraiment, il y avait certains basketteurs, des jeunes, du coup, qui disaient qu'en fait, ils avaient presque pas de quoi remplir leur frigo, alors que, encore une fois, ils étaient hyper médiatiques et ils faisaient le show, enfin, sans, comment dire, de manière positive du terme, quoi, parce qu'ils jouaient à leur sport et voilà, ils étaient très forts, mais que de l'autre côté, en fait, ils ramassaient rien du tout. Ouais, mais Aliénor, il faut qu'ils fassent des pubs pour Kinder ou les marques de parfum. Ah, bah, ça et ça ira mieux. Hein. Bah ouais, d'ailleurs, c'est un autre sujet. C'est la question des sponsoring aussi. Parce qu'en fait, est-ce que tout le monde peut avoir des sponsors? Comment on en cherche déjà? Parce que je suppose que ça prend aussi du temps. Et encore une fois, je parle là, j'essaie de m'axer un peu sur les sports moins médiatiques. Est-ce que tout le monde a un agent, même à haut niveau? Parce que je suppose que ça doit prendre énormément de temps, en fait. Ben, le sponsor, c'est le moyen, on va dire, le plus simple d'avoir des financements. Quel que soit le niveau où tu vas être, que ce soit en amateur, dans ta région ou à très haut niveau, c'est vrai que c'est l'une des solutions premières pour générer de l'argent. Maintenant, les sponsors, ils sont pas naïfs. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Ils vont aller chercher de la visibilité. Et du coup, la visibilité, elle dépend quoi? Elle dépend de la médiatisation et des performances de l'athlète. Donc, si t'es mauvais ou si t'es vu nulle part, eh ben, forcément, c'est très très difficile de trouver des sponsors et du coup, c'est un peu un cercle vicieux tout ça en fait. Même à un petit niveau régional en fait. Si t'es un super athlète dans ta région, que t'as des sponsors, eh ben, tu vas aller voir, j'en sais rien, des magasins de ta ville ou quoi. Ils vont dire ah ben on vous suit, machin, on vous connaît, vous avez fait une super saison et ils vont être super contents de mettre leur marque sur ton maillot et toi tu vas toucher de l'argent derrière. Et puis, si du jour au lendemain, tu t'écroules, eh ben, voilà, là, ça va être complètement différent et tu vas galérer à retrouver la confiance de ces sponsors. Et je parlais d'un cercle vicieux, et ben, voilà. Donc, c'est vrai que ça marche un peu comme ça. Ça marche aussi aux performances et à la visibilité. Tu parlais justement de visibilité et de performance, mais moi, encore une fois, c'est une question un peu naïve, hein, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de la caractéristique physique, de comment dire, de la personnalité de l'athlète en question, s'il paraît sympathique au public, si elle est belle ou il est beau, ce genre de choses. Est-ce que ça rentre en compte ou c'est vraiment dénué de ça? Moi, ça me fait penser au surf féminin, ce que tu dis, quoi. Ouais, typiquement, je pense, j'avais pas cet exemple en tête, mais c'est vrai. Bah souvent, ce qui était critiqué, c'était le niveau du surf féminin, c'est-à-dire que les athlètes qui étaient mis en avant, c'était souvent de très belles filles qui étaient plutôt bonnes au surf, mais les surfeuses qui étaient vraiment très fortes, qui avaient une très grande technique, etc., souvent elles étaient très peu médiatisées. Parce qu'elle portait moins bien le maillot de bain, quoi, entre guillemets, c'est ça. Et donc là, ça existait vraiment dans le surf, et peut-être que ça change. C'est une réalité, ça. Il faut pas le nier. Alors pour le coup, on distinguait tout à l'heure le monde entre guillemets amateur et le monde des professionnels, des stars. Ce que tu dis là, Aliénor, et que tu dénonces un peu, ça c'est plutôt un truc qui est vrai pour les grands sportifs et peut-être voilà les sportifs les plus connus dans leur sport. Tu parlais du surf, je sais pas si tu prends en tennis par exemple, ben évidemment
celles que tu vas voir dans les pubs, c'est Sharapova, c'est voilà celles qui physiquement sont aussi jolies, et c'est vrai que ça a toujours été un peu comme ça. Donc c'est triste, mais après bon, il y a pas que ça, heureusement, hein. Ribéry, il a fait des pubs, hein, je pense, hein, et pourtant Dieu sait qu'on l'a embêté sur son physique, Et pourtant, alors que et pourtant la retourne va tourner, quoi. bah ouais, non mais je veux dire voilà, donc il y a les deux. Après, il faut pas non plus voir le mal partout, mais c'est vrai que forcément ça fait existe, quoi. partie. Bah bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est ouf parce que là, tu vois, au fil de la discussion, j'en viens presque à me dire, parce que c'est vrai qu'en termes de rémunération, le sport, souvent, t'as des scandales sur les montants que touchent les joueurs de foot, etc. Mais en fait, ça, c'est la face immergée de l'iceberg, hein. C'est pour ceux qui réussissent, c'est les quelques pépites, en fait, et chanceux, voire. Mais en fait, au final, c'est un milieu qu'on pourrait qualifier de globalement assez ingrat, parce que t'as pas de statut, t'es dépendant de la performance de ton collectif, de ton club si t'es en sport collectif, de ta performance à toi, et en fait t'as pas de sécurité à proprement parler. T'es presque, en fait t'es presque entrepreneur de toi-même, vu que c'est que tes compétences à toi. Bah si ça passe bien, ben t'as un bon niveau de vie, et si t'as un coup de mou, ben ça peut être la chute aux enfers, et puis t'as pas de chance de te remonter, quoi. Enfin, je sais pas. Si, complètement. Enfin, je veux dire, combien de sportifs étaient au sommet et en l'espace de quelques mois, quelques années, se sont retrouvés au fond du trou. Il y en a plein des histoires comme ça, et ça peut être lié à plein de choses. Hein. Ça peut être, c'est un peu comme en politique en fait. Hein. Je sais pas, tu peux être le DSK là, et d'un seul coup une affaire qui te fait chuter et tu reviendras jamais sur le devant de la scène. En sport, c'est pareil. Il suffit que tu aies une blessure qui soit très grave, qui peut ruiner ta carrière. Ça peut être une blessure, ça peut être une affaire de sextape comme Benzema, ça peut être plein de choses. Mais enfin, c'est vrai. Bon, je sais pas si le comparatif est... Bah, en politique, il y a des gens qui ne meurent jamais, hein. Et ouais, c'est sûr, ça reste un mystère. Je donnerai pas de nom, mais et je veux dire que tu peux te griller en fait, bien sûr. En un rien de temps. Et là, tu sais pas, ouais, c'est tout qui s'écroule en fait. Et il y en a plein des exemples de sportifs comme ça. C'est triste, mais je sais pas, vous prenez un Gourcuff par exemple, que tout le monde voyait comme le nouveau Zidane. Ouais. Et bah le mec derrière son corps, ça l'a pas suivi. Peut-être qu'il a été pour quelque chose, hein. Peut-être que c'est le mental ou des choses comme ça. Mentalement, c'est quoi le problème qu'il a eu, lui? Bah blessure sur blessure, il a eu quoi. beaucoup trop de blessures pour pouvoir rester au très haut niveau, et puis après on l'a plus jamais revu. Enfin, je sais pas, c'est un premier exemple qui me vient en tête. Mais d'ailleurs, en fait, ça me ramène au premier sujet qu'on avait, c'est-à-dire que, en fait, il y a aussi quelque part une question de chance au premier sens du terme, c'est-à-dire que tu fais un investissement, enfin notamment pour encore une fois le foot, parce qu'on en revient dessus, le foot qui génère des millions, des milliers d'euros. On fait les parents aussi en fait investissent en quelque sorte sur le gamin en sacrifiant leur propre métier, parce que il faut emmener le gamin je sais pas combien de fois par semaine aux entraînements, puis le ramener faire des tournois à l'autre bout de la France, ce genre de choses. Donc tu mets un peu ta vie entre parenthèses, peut-être même aussi la vie de tes autres enfants pour un seul de tes enfants. Et de l'autre côté, en fait, tout peut s'arrêter sur un match, une blessure, un truc comme ça, quoi. Donc c'est un peu qui tout double, quoi. Mais c'est pas toi, Ninor, qui m'avait raconté une histoire d'une famille ou je sais plus quoi, où justement ça s'était produit comme ça, où ils étaient tous autour de l'enfant en question qui pouvait être un prodige du sport, et en fait derrière tous les autres ils doivent suivre en fait, et les autres ils ont pas le droit à un avenir quoi ou casse. Il faut se concentrer sur l'enfant qui peut réussir dans le sport, quoi. Ça oui, effectivement. Encore une fois je reviens à la Formule 1 parce qu'on m'en a beaucoup parlé, et je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est Ocon dont les frères et sœurs ont été un peu sacrifiés pour lui, quoi. C'est chaud, hein. Ouais. Et du coup, ça pose des vraies questions aussi de la pression psychologique que tu peux avoir sur l'enfant qui, en fait, met toute la vie, tous ses parents, ses frères et sœurs, sur comment dire, entre parenthèses pour lui, quoi. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi, Emilien. Sur le sacrifice, tu veux dire tu parlais des sacrifices des frères et sœurs, vraiment là-dessus. Enfin, c'est ça qui paraît plus injuste, en fait. Pour moi, l'injustice, elle est pas tellement là, en fait, parce que si dans une famille, il y a un gamin qui est surdoué, qui peut percer, il faut y aller. Et pour moi, il faut, tant pis si, après, c'est au sein des familles, mais
pour moi, l'injustice, elle est pas vraiment là. L'injustice, elle est au sein même des sports. Il y a trop d'écart entre aujourd'hui certains sports très médiatisés, certains sports dits de riches. Je sais pas, si vous prenez le golf par exemple, il n'y a pas un mec du top 100 mondial en golf qui était pas dans une famille aisée à la base, qui a pu lui payer ne serait-ce qu'un club de golf ou une licence de golf pour aller faire sa passion. Il y a un monde d'écart entre la vie d'un athlète de haut niveau qui va générer des millions et un autre qui va travailler tout autant en faisant de l'athlétisme ou j'en sais rien, du tir à l'arc ou des sports comme ça, et qui derrière lui va galérer toute sa vie parce que il fait pas entre guillemets le bon sport. Mais ça, c'est pour moi les vraies inégalités en fait, elles sont là et ça existera toujours. Je sais pas si vous avez regardé le match de boxe hier soir là, c'est du business en fait tout ça. Le match entre Logan Paul qui est même pas un boxeur d'ailleurs, qui est un influenceur et qui fait un combat contre une légende de la boxe juste pour générer des millions et des millions de dollars. Qui a gagné du coup? C'était une exhibition, du coup il y avait pas de vainqueur sur le papier. Okay. Ah ouais, ok. Mais ça prouve encore aussi que là tout était fait pour l'argent en fait. Et mais le monde de la boxe c'est un mais il le revendique en plus. Et c'est là où aussi ça déplaît à certains. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que le sport c'est aussi le spectacle. Moi je suis d'accord avec ça, hein. Pour moi aller voir un match de foot c'est avant tout du spectacle. Moi je fais partie de ceux qui pensent que ces gens-là entre guillemets méritent de bien gagner leur vie. Après est-ce qu'ils méritent de la gagner autant, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des sports bien inférieurs et bien moins visibles que d'autres. Et ça, je sais pas comment on pourra le changer, mais. Est-ce qu'on peut imaginer en tout cas, un système où justement les sports ultra médiatiques qui rapportent énormément d'argent puissent redistribuer à d'autres fédés? Est-ce que la Fédération française de football serait capable de redistribuer de l'argent vers la fédé d'athlètes par exemple? Oh non, ça j'y crois. Moi, je pense que ça n'arrivera jamais parce que déjà entre le monde pro et le monde amateur au niveau de la fédé, parfois il y a des bisbilles, mais c'est peut-être dans un monde idyllique. En fait, on va finir ce podcast. On va finir ce podcast sur l'international. Ouais, on va en terminer un et on commence un autre dans la foulée, mais du coup on pourra te réinviter comme ça, Emilien, pour un autre sujet. Ça serait impossible pour le coup parce que bon, c'est vrai que les fédérations, elles ont de l'argent. Enfin, les fédérations de ces sports-là, hein, parce que si vous prenez une fédération, je sais pas, de karaté ou de jiu-jitsu, j'en sais rien, ils ont pas beaucoup d'argent. Mais l'argent aujourd'hui, il est pas vraiment dans les fédés. On parlait du foot, il est surtout dans les clubs, et dans les ligues. Il est même chez les joueurs. Il y a des agents de joueurs qui sont richissimes, qui sont multimillionnaires. Il est dans les sponsors. Et je vois pas comment aujourd'hui l'argent du foot pourrait partir ailleurs en fait. Franchement, c'est au contraire. Pour moi, ça va continuer d'enfler et la bulle entre guillemets monétaire du foot, elle va encore continuer de gonfler quoi. Quand on voit les prix des joueurs sur les marchés des transferts aujourd'hui, c'est 2 fois plus que 10 ans. C'est fou, hein, mais bon. Écoute, merci beaucoup, Emilien. En tout cas, tu nous as permis de rebondir sur un autre sujet et ça nous donnera l'occasion de te réinviter. Voilà. Et du coup, on a deux petites questions. La question gueule de bois que tout le monde attend. Donc, Emilien, qu'est-ce qui te met la gueule de bois et comment tu la gères? Alors, ce qui me met la gueule de bois, je dirais, voilà, pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, c'est l'injustice. Voilà. Comme ça, je fais une petite référence à tout ce dont on a parlé juste avant. Et l'injustice, voilà, on parlait du sport, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent partout. Tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de milieux difficiles, le sport en est un, et je pense que c'était bien d'évoquer ces questions-là aujourd'hui. Et pour gérer tout ça, moi, ce que j'essaye de faire, je parlais du travail tout à l'heure, le travail, la détermination, rester toujours humble aussi. Les sportifs, ils ont souvent aussi ce discours-là, et Dieu sait qu'ils ont raison de l'avoir, parce qu'on peut vite prendre la grosse tête dans le sport. Et voilà, pour rebondir un peu à tout ça, je dirais peut-être l'injustice. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper cool de parler de ça avec toi, avec un expert. Et puis, on te souhaite d'interviewer encore plein de grands athlètes et grands professionnels. C'est très bien. Merci à vous de m'avoir invité. À plus. Merci à toi. Ciao. À bientôt.
Nous te remercions de ton écoute. On espère que cela t'a intéressé et surtout n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pod-GDB pour ne rien louper de notre actualité, de nos prochains podcasts et on te dit à bientôt.